Bonjour à vous qui regardez cette vidéo, on se lance dans la dernière partie de cette série de vidéos tutoriels sur comment construire votre Game Boy Zero. Elle sera principalement consacrée aux derniers branchements et aux différentes finitions pour que le projet soit impeccable. On va terminer la partie son en fixant l'amplificateur audio à l'emplacement d'origine de la console, c'est-à-dire avec la molette qui permet de faire varier le volume au même emplacement que celle d'origine. Donc vous avez juste à utiliser de la colle chaude pour fixer l'amplificateur audio à cet endroit. Concernant les haut-parleurs, ils seront placés à l'avant de la console. Il va falloir que vous rogniez un tout petit peu de plastique pour pouvoir faire rentrer le haut-parleur de gauche, sachant que le haut-parleur de droite sera positionné à l'emplacement d'origine de la console, il n'y aura aucune modification à faire. Vous avez juste à les placer et à mettre un petit filet de colle chaude sur tout le pourtour. Le gros avantage de ce positionnement, c'est que vos mains ne vont pas gêner la diffusion du son quand vous allez jouer à la console. Par contre, vu que la console d'origine était en mono, il va falloir qu'on crée une seconde grille de diffusion du son pour le haut-parleur de gauche. J'ai tout simplement imprimé un schéma sur internet d'une grille de haut-parleurs que j'ai reporté sur la console et j'ai marqué les différents emplacements des trous avec un crayon. Ensuite, j'ai utilisé une perceuse à main pour éviter d'abîmer le plastique de la console pour faire tous les trous. Je pense que c'est la solution la plus simple et sans frais supplémentaires de créer facilement une grille pour haut-parleurs, sachant que le résultat visuel s'intègre parfaitement au design de la Game Boy. Ensuite, concernant la protection d'écran de la Game Boy, pour une meilleure finition, j'ai décidé d'acheter un sticker sans vinyle qui va reprendre en fait le pourtour de la protection écran avec un design Game Boy Zero qui va vous permettre en fait de camoufler les imperfections de la découpe du devant de la console. Donc vous avez juste à coller le sticker sur votre protection d'écran. À l'arrière, vous mettez du scotch double face avec une très forte adhérence. L'ensemble va pouvoir tenir sur le petit rebord de quelques millimètres qu'on a laissé lors de la découpe et vous pouvez voir que le rendu est parfait. Une fois ceci fait, il est maintenant temps de brancher tous nos boutons sur les GPIO du Raspberry. Donc on va reprendre notre circuit imprimé duquel partent tous les câbles que vous avez précédemment soudés. Vous prenez votre Raspberry Pi dans cette position framboise en bas orientée vers la gauche avec les ports GPIO sur la droite. On va reprendre notre petit schéma de branchement. Comme la dernière fois, vous avez juste à repérer les différents ports qui sont numérotés de 1 à 40 de gauche à droite et de haut en bas. Et on va s'intéresser exclusivement au contrôle du joystick numéro 1 en vert qui correspond en fait à un joueur. Donc vous pouvez voir que vous avez les différentes touches qui sont référencées sur les différents ports du GPIO du Raspberry. On va prendre un exemple concret, vous voulez relier la touche A qui se trouve sur le port numéro 18 du GPIO du Raspberry, vous avez tout simplement à souder votre câble à cet endroit. Vous aurez également 3 câbles à relier sur les masses du GPIO du Raspberry, celui du PCB et les 2 câbles de masse des 2 boutons L et R qu'on a vu précédemment. Donc vous avez l'embarras du choix, vous avez différents ports qui sont disponibles sur votre GPIO. On va maintenant s'intéresser à l'ajout du port USB supplémentaire qui sera situé sur le côté gauche de la console. Je vous avais demandé dans ma précédente vidéo de prendre un petit peu d'avance et de raccorder 4 câbles supplémentaires sur un autre port du hub USB. Il suffira de les raccorder à notre port USB femelle pour qu'ils soient fonctionnels. Concernant les différents modèles disponibles à l'achat, vous avez dans un premier temps la version simple sans aucune finition que je vous déconseille puisque vos soudures vont avoir du mal à adhérer et à être solidement fixées au port. Moi je suis parti sur un modèle avec une embase, c'est-à-dire avec un mini circuit imprimé sur lequel vous avez 4 trous pour pouvoir souder vos 4 câbles, donc 2 de données, 1 d'alimentation et une masse. Avec cette solution, vous êtes sûr que vos câbles seront solidement soudés à votre circuit imprimé et vous êtes sûr que votre port USB ne bougera pas avec le temps. Vous fixez ensuite votre port USB circuit imprimé vers le haut à l'emplacement prévu sur la gauche de la console et vous avez juste à contrôler que vos 4 câbles qui partent de votre hub USB sont bien raccordés dans le bon ordre à votre port USB supplémentaire qui nous sera utile pour accorder une clé Wi-Fi, une clé Bluetooth ou une clé USB de données. C'est toujours pratique d'avoir un port accessible directement. On va maintenant s'attarder sur la question de pouvoir fermer correctement la console et de manière solide et durable. J'avais mis de côté 2 petites pièces en plastique que j'avais découpées sur la protection d'écran d'origine. Je m'étais rendu compte que les pas de vis qui étaient présents sur ces morceaux de plastique correspondaient parfaitement au diamètre des vis de fixation de la console, ce qui est parfait puisqu'on va pouvoir les utiliser pour fermer la console au niveau des vis supérieures. Vous collez ces 2 morceaux de plastique avec de la super glue et vous les noyez avec de la colle chaude de manière à les rendre vraiment inamovibles. Je sais que c'est pas du tout la solution la plus esthétique, mais au moins c'est efficace et après l'avoir ouverte, refermée à plusieurs reprises, moi ça n'a pas bougé et ça tient solidement.
Il est maintenant temps de faire un point général sur les emplacements des différents composants à l'intérieur de la console. Je tiens dans un premier temps à vous dire que je ne suis pas totalement satisfait de mon agencement, c'est-à-dire que je trouve que c'est un petit peu fouillis. Si vous avez trouvé une meilleure solution, je vous invite à la partager dans les commentaires. Au niveau de la partie supérieure, on a la batterie, le chargeur micro USB, ensuite le booster de volt, l'interrupteur on-off, l'amplificateur audio, le Raspberry Pi 0. À l'arrière, nous avons le hub USB, la carte son, le port USB supplémentaire et les haut-parleurs. Alors il est important de bien isoler tous vos composants les uns par rapport aux autres. Je vous conseille d'utiliser du scotch isolant d'électricien parce qu'il suffit que deux parties conductrices se rencontrent pour créer des faux contacts ou un court-circuit. On va s'occuper maintenant de camoufler notre Raspberry Pi 0 à l'intérieur d'une réplique de cartouche de jeu pour Game Boy, donc pour conserver comme d'habitude l'esthétisme d'origine. Vous repérez à l'aide d'un trait la partie visible de la moitié supérieure de la cartouche et vous retirez toute la partie inférieure qui ne nous servira pas. Vous prenez ensuite l'autre partie de la cartouche et vous la découpez de manière à n'en garder que le contour, ce qui nous permettra de faire de la place pour le Raspberry Pi à l'intérieur. On reste sur la partie inférieure de la cartouche et il va falloir qu'on fasse une légère entaille sur le dessus, entaille qui va nous permettre d'insérer ou de retirer la carte micro SD du Raspberry Pi sans avoir à démonter la console, ce qui sera très pratique si vous voulez par exemple changer votre système d'émulation ou tout simplement formater votre carte SD qui ne fonctionne plus. Voilà ce que ça donne en termes de visuel sur le dessus de la console. Le projet aurait pu s'arrêter là, mais moi je voulais rajouter un petit accessoire bien pratique, il s'agit d'un indicateur de batterie, tout simplement pour pouvoir s'assurer que la console ne va pas couper en pleine partie. J'ai choisi un modèle qui est composé de plusieurs briquettes qui s'allument en fonction de la tension qu'il y a en sortie de votre batterie. Je trouvais que son design s'accordait bien avec le projet. On va pouvoir l'intégrer assez facilement dans le cache-pile qui se situe à l'arrière de la console. Pour les branchements, c'est très simple, vous aurez juste à brancher un câble plus sur le plus de la batterie et un câble moins sur le moins de la batterie. Voilà à quoi ça ressemble après intégration. Le but étant que votre indicateur de batterie arrive vraiment au même niveau que la surface de votre cache-pile, de manière à ce que vous ne puissiez pas le sentir avec vos doigts quand vous jouez à la console. Voilà à quoi ça ressemble une fois raccordé à votre batterie. Donc là vous pouvez voir que la mienne était complètement chargée puisque j'ai les 4 briquettes d'allumées. Le seul défaut de cet indicateur, c'est qu'il est constamment allumé, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de le mettre hors tension. Dès qu'il est branché à une batterie, il va constamment vous indiquer son niveau de charge, ce qui est un problème puisqu'en fait il va consommer non-stop de la batterie. On va pouvoir facilement régler ce petit problème en utilisant tout simplement un interrupteur on-off comme on a vu précédemment. Il vous suffit de raccorder le câble moins qui provient de votre batterie sur une des broches extérieures de votre interrupteur. Vous prenez ensuite le câble positif qui vient de votre batterie sur la broche opposée. Vous prenez ensuite un câble noir que vous allez souder sur la broche centrale de l'interrupteur on-off, câble qui va être raccordé sur le moins de notre indicateur de batterie, et enfin vous prenez un câble rouge qui va être raccordé sur la borne positive de notre indicateur de batterie. Voilà ce que donnent les branchements en image. La seule chose que vous allez devoir faire en plus, c'est de créer une petite encoche en dessous du circuit imprimé, de manière à faire dépasser l'interrupteur légèrement pour pouvoir actionner et éteindre votre indicateur de batterie. Arrivé à ce stade, il est maintenant temps pour moi de vous féliciter puisque vous venez de terminer complètement la construction de votre Game Boy 0. On va tout de suite voir ce que ça donne en vidéo. On va faire le tour complet de la console en commençant bien sûr par la face avant. Vous pouvez voir que si je positionne mes mains, les haut-parleurs ne sont pas du tout obstrués et le son va pouvoir être diffusé correctement. Sur la partie gauche de la console, on a bien notre port USB femelle supplémentaire. Pas d'autres modifications à cet endroit-là. À droite, la console a conservé exactement son esthétisme d'origine avec la molette du volume. On bascule à l'arrière avec l'ajout des deux boutons L et R supplémentaires. Ensuite, la cartouche qui accueille le Raspberry Pi 0 avec la carte micro SD directement accessible. Notre indicateur de batterie avec son interrupteur on-off pour pouvoir l'allumer et l'éteindre à la demande, qui fonctionne parfaitement. On poursuit avec le dessus de la console qui accueille nos 3 boutons de réglage de l'écran. Et en dessous, on a accès directement à la recharge micro USB. On va maintenant pouvoir faire un test de bon fonctionnement en mettant sous tension la console. Il faut savoir que si vous n'avez pas overclocké votre Raspberry Pi 0, le temps de chargement de Recalbox peut être assez long, 30 à 40 secondes environ.
Si vous avez correctement modifié votre fichier config.txt, la console va automatiquement reconnaître la sortie composite au démarrage et votre écran va s'allumer assez rapidement. Voilà, donc émulation station est en train de se charger. L'écran a une assez forte luminosité, ce qui est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous le mettre de manière à ce que vous puissiez voir le mieux possible. Voilà, donc on se trouve maintenant sur le menu d'accueil de Recalbox. On peut bien entendu modifier le volume avec la molette. Les deux haut-parleurs de 1 watt sont largement suffisants pour ce projet, il n'y a pas besoin de prendre plus. Vous avez bien sûr toutes les consoles disponibles, la Game Boy Advance, Game Boy Color, la Game Boy, Mega Drive et j'en passe. On va tester un petit jeu Super Nintendo par exemple. Vous pouvez voir que j'ai déjà scrappé une partie des jeux, donc je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet que j'ai déjà partagé précédemment pour savoir comment faire. On va lancer un petit Aladdin. On va vérifier que tout se lance correctement. Voilà, donc la ROM démarre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La qualité de l'écran, je trouve, est largement suffisante pour ce projet. On va mettre un petit peu plus de son. On va vérifier que tous les contrôles fonctionnent bien. Il n'y a aucun problème de lag ou quoi que ce soit, de délai entre le moment où vous appuyez sur les boutons et le moment où le personnage exécute l'action. Donc c'est parfait. On va quitter en appuyant sur Start et Select de manière à retourner directement sur le menu d'émulation station. Et pour éteindre correctement la console, vous avez juste à faire Start et aller dans Éteindre. Je vais peut-être vous montrer avant les boutons quand même de réglage de l'écran. Donc quand vous appuyez sur le bouton central, vous avez accès à la luminosité, au contraste, à la saturation, et je crois que c'est tout. Voilà. Si vous voulez par exemple modifier les contrastes, vous utilisez le bouton de droite pour augmenter ou le bouton de gauche pour diminuer, et vous appuyez sur le bouton central après. Donc c'est quand même bien pratique d'avoir ce genre d'option. On éteint proprement notre console en faisant quitter éteindre, ce qui évite d'abîmer le Raspberry. Et pour finir, on désactive l'interrupteur pour mettre hors tension l'ensemble de la console. Voilà ce qui conclut cette série de tutoriels. J'espère que mes vidéos vous auront été utiles dans la réalisation de votre projet. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai si toutefois j'ai la réponse. Sinon, j'invite mes différents abonnés à participer. En attendant le prochain projet, je vous dis à très bientôt.